D'abord, je vous remercie de m'accueillir et d'être présent. Je crois que vous aussi, Monsieur Studer et Samuel Dufour. Donc, je m'appelle Christian Muller, donc je suis un historien d'éducation. Ça fait à peu près un peu plus de 20 ans que je travaille sur l'éducation, sur l'enseignement et l'histoire de l'enseignement, principalement au 19 et 20e siècle. J'ai fait une thèse d'histoire portant sur l'enseignement obligatoire à Genève entre 1872 et 1969. 2 ans après, j'ai fait un livre dont M. Levet a parlé, qui s'appelle Le Collège de la République, enseignement secondaire et formation de l'élite à Genève entre 1814 et 1911. Voilà. Et donc, voilà, je trouvais intéressant, voilà, j'avais pas grand-chose à dire sur Dufour, très honnêtement. Donc, d'accord avec M. Studer et M. Levet, je suis parti du principe que j'allais vous présenter quelque chose, le rapport entre ce qu'étaient les études secondaires et la question des sciences et des mathématiques, puisque vous savez que Dufour, pour faire ses études d'ingénieur, a dû aller à la Polytechnique, puisqu'il n'existait pas en Suisse jusqu'à la moitié du XIXe siècle une école polytechnique ou une école d'ingénieur. L'école polytechnique fédérale de Zurich ouvre en 1855 ou 1856. Et si je dis ça, c'est qu'on est au 19e siècle. Le 19e siècle, c'est le siècle de la science expérimentale, de l'industrialisation, donc on serait amené à penser qu'il s'est passé quelque chose dans les études secondaires qui sont des études de formation de l'élite, en tout cas depuis le XVIIe siècle, même XVIe siècle. Donc j'ai appelé ça de l'humanisme classique à la culture générale, le destin contrarié des sciences dans la formation de l'élite, 1774-1906, donc je vais quand même faire une incursion sur le XVIIIe siècle. Et puis, donc, grosso modo, parler du projet de Saussure à la maturité fédérale, puisqu'en 1906, la maturité fédérale se fixe, de certaine manière, après environ 30 ans de débats, de disputes et de luttes. Voilà. Et puis, comment les mathématiques et les sciences entrent au Collège de Genève sans faire tomber ce qu'on appelle la barrière du latin. Vous savez que dans le cadre de la Réforme, on posait la question du latin, et ça n'a pas fait un pli comme à chaque fois, c'est remonter au Grand Conseil. Et qu'est-ce que c'est cette affaire? On veut supprimer le latin des études secondaires, c'est un crime, c'est pas possible, etc. Et le latin est conservé. Voilà. Donc vous voyez qu'on parle d'enjeux politiques et sociaux relativement importants quand on parle du secondaire. Donc ce que je propose, c'est que je présente, si vous avez des questions, vous m'interrompez. Si on ne va pas au bout de tout, c'est pas la fin du monde non plus. Mais on va quand même, sur pratiquement un peu plus d'un siècle, on va quand même traverser l'histoire de Genève. Et vous allez voir qu'à travers l'histoire de l'école, d'une certaine manière, et de l'enseignement, on peut faire une histoire d'une société aussi. Voilà. Nous, on a été nés, on a fait une scolarité plus ou moins longue, je ne connais pas vos parcours aux uns et aux autres. Voilà. Nous, on vit dans un système qui est unifié, scolaire. Vous avez, grosso modo, des écoles primaires, des écoles secondaires, des écoles universitaires, des écoles professionnelles, etc. Et puis tout ça est coordonné dans un système. Au XVIIIe siècle, il n'y a pas de système d'enseignement. Vous avez des écoles primaires, des écoles correspondantes secondaires, vous avez des académies, vous avez des universités, vous avez au XVIIIe siècle commencent à apparaître des écoles un peu à caractère professionnel. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de cursus établi. Les gens fréquentaient les écoles à certains âges, à des âges d'ailleurs assez divers, de manière générale. Et puis on allait d'une école, puis après une autre, si on sentait en avoir le besoin. Au XIXe siècle, va se constituer, notamment dans le dernier tiers, ce qu'on appelle les systèmes d'enseignement, donc un système coordonné, dont on a tous l'image générale, simple, en tout cas depuis 50 ans, c'est-à-dire on va d'abord à l'école primaire, ensuite on va à l'école secondaire, inférieure, et puis ensuite secondaire 2, comme on l'appelle, ou supérieure. Et puis si tout va bien, idéalement, on va tous à l'université. Ça, c'est le modèle et c'est la vection. Et c'est une vection, en même temps, qui elle-même est très récente, ne date à peine d'un demi-siècle. On va le voir, c'est pas du tout comme ça que s'est construit le système scolaire. Et puis, donc, on serait aménagé, avec cette image-là, on serait aménagé pour se penser, ben voilà, on a fait des étages. On a commencé par le primaire, ensuite on a fait le secondaire, puis après on a fait l'université. Or, c'est absolument pas le cas. Ce qui a permis la construction, autour de quoi s'est construit les systèmes d'enseignement, c'est l'enseignement secondaire. Pourquoi? Pour 2 choses. Parce que l'enseignement secondaire fait 2 opérations. Il trie les élèves en fonction de carrière ou de destin scolaire puis professionnel, et il fait une mise en ordre symbolique. Les filières du secondaire ne sont absolument pas équivalentes les unes par rapport aux autres. Et c'est bien ça dont on va commencer à parler. Pourquoi?
parce que les systèmes d'enseignement ont toujours cette même forme. Vous pouvez regarder partout en Europe, grosso modo en Occident et maintenant dans les autres pays. Donc, comme disait Lucien Febvre, grand historien, fondateur de l'école des Annales, en 1939, quand il parlait du secondaire, il parlait du tout-puissant empire du milieu. Vous voyez la référence à la Chine, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez cette structure ternaire des systèmes d'enseignement dont le secondaire est, je dirais, l'organisateur. Grosso modo, vous avez la filière des classes populaires. Pendant longtemps, ce sera comme ça. On faisait de l'école primaire jusqu'à 13, 14 ou 15 ans. L'école primaire était un cycle en soi de l'école obligatoire. Et ensuite, on allait au travail, peut-être en apprentissage et peut-être dans les écoles professionnelles. Et vous aviez un deuxième axe, secondaire moderne, dont on va parler aujourd'hui aussi, et voire des écoles primaires supérieures, comme il existe dans certains cantons, dans le canton de Vaud, notamment voisin. Et puis les élèves passaient un moment au primaire, public ou privé, plutôt public, et ensuite accédaient à ce secondaire cours qui les amenait vers des écoles professionnelles, des apprentissages, voire le travail. Et puis vous aviez la voie de l'élite, c'est des classes supérieures qui passaient par des écoles primaires privées, en tout cas grosso modo jusqu'à la fin des années 1960 à Genève. C'est encore le cas en partie, mais plus autant qu'avant. Et ensuite faisaient des études secondaires qui amenaient à des diplômes comme la maturité, le gymnasium en Suisse, le baccalauréat en France, le high degree en Angleterre ou l'abitur en Allemagne. Donc ça, c'est et puis vous voyez bien que pour aller, vous ne passiez pas tellement de ça à ça. Vous entriez comme ça et vous suiviez des destins scolaires. Les choses ont un petit peu changé, mais on verra finalement pas tant. Alors, l'organisation du Collège de Genève jusqu'au début du XIXe siècle, je dirais, c'est l'organisation traditionnelle de ce qu'on retrouve dans tous les collèges ou gymnases, que ce soit des collèges protestants ou catholiques dans l'Europe. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous aviez un système de collège qui se compose de la manière suivante. Vous aviez 3 petites classes, la 9e, la 8e et la 7e, qui dispensaient un enseignement primaire. Et puis à partir de là, vous aviez 6 autres classes qui leur succédaient, de la 6e à la 1re, qui étaient entièrement dévolues à ce qu'on appelle l'enseignement des humanités classiques. C'est le modèle qui a été construit au XVIe siècle de formation des élites, puisque 3/4 des leçons sont consacrées à l'étude des langues, des cultures anciennes, principalement le latin, mais aussi le grec. Et si vous allez en Allemagne, se rajoute parfois l'hébreu. Au sortir du collège, les jeunes gens ont 15 ans ou plus, c'est variable. Et qu'est-ce qu'ils font après ça ? Eh bien, ils accèdent à ce qu'on appelle les auditoires de l'académie, voilà, dans lesquels ensuite ils peuvent éventuellement continuer dans les facultés. Les facultés, il n'y en a pas 150 000 à l'époque. Vous avez les lettres, qui continuent les humanités, vous avez les sciences, vous avez la théologie et vous avez le droit. Et là, on voit bien en quoi cette formation, déjà existante sous l'Ancien Régime, est une formation de l'élite, puisque le droit permet de former les magistrats, non seulement les magistrats judiciaires, mais du politique, et puis évidemment, la théologie permet de former les pasteurs. C'est le gouvernement des corps, les magistrats, et le gouvernement des âmes, ce sont les pasteurs. Ça, c'est la répartition de l'enseignement. Donc vous voyez, c'est le latin et puis le reste. Le latin, c'est 58% des heures d'enseignement. Voilà. Vous avez un nombre d'heures assez bas, en fait, d'enseignement. Et généralement, l'organisation est comme ça. Le matin, vous commencez par 2 heures de cours, ensuite il y a 2 heures d'études. L'après-midi, vous reprenez, vous avez une récitation sur le matin. Vous faites 2 heures de cours, vous faites 2 heures d'études, et le lendemain, vous recommencez, vous avez une récitation sur le jour précédent. Voilà. Vous avez un seul examen dans l'année, à la fin de l'année, c'est un oral. Vous avez 3 sur 6, vous êtes promu. Un oral, c'est tout. Si vous voulez, on développera peut-être plus tard sur la façon dont on, je dirais, évaluer. Donc voilà, ça c'est le système, encore jusqu'en 1828, qui fait écho à ce qu'on a dit avant. Mais voilà, cet enseignement d'humanité classique est déjà remis en cause dès le XVIIIe siècle, et la plus grande charge, en tout cas à Genève, contre cet enseignement secondaire classique, vient pas de n'importe qui, puis c'est du professeur de philosophie naturelle et recteur de l'Académie, Horace Bénédicte de Saussure, qui en 1774 publie un document dans lequel, grosso modo, il dit c'est pas possible,
on est dans un siècle où les sciences se développent, il va bien falloir produire, entre guillemets, un enseignement, ou créer un enseignement qui permet de répondre à cette catégorie de personnes. Et il n'est pas seul dans son opération, puisqu'il fait ça avec il fonde en 1776 avec l'horloger Louis Fazan ce qu'on appelle la Société des Arts. La Société des Arts a un projet très simple, c'est de fournir minimalement des enseignements dits modernes et moyens, donc post-primaires, pas simplement le calcul, la lecture et l'écriture, pour satisfaire aux besoins de formation de ce qu'on appelle des vocations artisanales et commerçantes. Genève est une ville de commerce, est une ville d'artisanat, notamment de l'horlogerie, mais notamment le grand négoce se passe à Genève. Et pendant le blocus napoléonien, notamment, enfin, avant la Révolution, c'était aussi un endroit de contrebande, si jamais de la marchandise anglaise. Voilà. Donc cette revendication passe par cette charge contre l'enseignement des humanités, revient au début des années 1820 via la Société des Arts, qui, elle, va produire des cours de dessin pour les horlogers, etc., qui va donner un enseignement, je dirais, un peu industriel, secondaire industriel, non classique. Et la Société des Arts revient à la charge, à travers Pierre Prévost, donc il dépose un mémoire sur les moyens d'améliorer l'éducation des jeunes gens destinés aux professions étrangères aux lettres, présenté au Conseil d'État par la Société pour l'avancement des arts. Donc voilà, je vous lis, les hommes industrieux se plaignent de voir leurs enfants réduits à employer de précieuses années à l'étude des langues mortes, et pour d'autres études de savoir où les adresser, à moins de faire de grands sacrifices et de renoncer aux avantages d'une éducation commune. Son grand sacrifice, ça veut dire les envoyer en fait ailleurs. Et pourquoi une éducation commune? Puisque Genève, normalement, les élèves allaient au collège et on partait du principe que si les gens fréquentaient le collège ensemble, on créerait, on dirait maintenant, de la cohésion sociale. Voilà. Et on ne voulait pas abandonner l'éducation commune. Si ces enfants destinés à suivre la vocation de leur père sont mis immédiatement en apprentissage, ils se trouvent privés de ces moyens de développer leur intelligence qui donnent à l'artiste une supériorité marquée, donc développement de l'intelligence et des capacités, qui sont pour lui comme un second apprentissage, dont l'utilité surpasse peut-être celle de la pratique machinale de l'art qu'ils doivent exercer. Et là, on commence à voir que finalement, cette revendication d'un autre enseignement secondaire ou d'autres choses dans l'enseignement secondaire ne vise pas quelque chose de pratico-pratique. On vise à développer d'autres facultés qui seront ensuite, qu'on peut ensuite investir dans des choses, je dirais, pratiques. Il faut savoir aussi que la Société des Arts prend une série d'initiatives dans ces années 1820, va fonder l'école d'horlogerie en 1824, donc on sort de simplement des cours d'appoint pour fonder une école, et une école industrielle du soir en 1830, donc alors qu'il se fait le soir, un peu comme le collège du soir, où les gens vont après le travail développer toute une série d'apprentissages de techniques, que ce soit au terme notamment de physique, de dessin et autres. Alors, le gouvernement genevois va entrer en matière. Depuis la Restauration, voilà, il y a eu la période révolutionnaire à Genève, il y a eu ensuite l'occupation française, l'annexion française, et puis avec la Restauration revient les anciennes élites oligarchiques de l'Ancien Régime. Et là, elles sont confrontées, évidemment, il y a de l'agitation, des mouvements libéraux, notamment autour des années 1830, assez importants en Europe, c'est tant en France qu'en Allemagne et ailleurs. Et là, l'élite sent qu'il va falloir lâcher un peu du lest face à une opposition qui monte, qui est une opposition dite libérale, dans un premier temps, qui fait partie du mouvement de la régénération en Suisse, et qui, elle, revendique à la fois la démocratie, le talent et le mérite comme fondement des distinctions sociales, d'accord, et évidemment va jouer sa carte sur le plan de l'enseignement, comme je l'ai dit. Alors le Conseil d'État entame une politique de progrès graduel, c'est-à-dire qu'on ne veut pas lâcher le morceau, donc on va faire des petites concessions au fur et à mesure. Et une des concessions concerne évidemment l'enseignement secondaire. Voilà. Donc finalement, la loi du 4 avril 1836 supprime 2 des 3 petites classes, ne conserve que la 7e, si je reviens à ce schéma. Donc on va supprimer les toutes petites classes, on va conserver la 7e, ça c'est une chose. Et puis on va instaurer une seconde filière moderne qu'on va appeler les classes françaises. On construit un bâtiment pour ça, celui où se trouve la cafétéria. Donc parallèle au cursus des classes des humanités, d'accord, mais ne comptant que 4 classes seulement, pas les 6, de la 6e à la 3e.
et débouchant sur l'apprentissage ou sur les écoles professionnelles de la Société des Arts, dont j'ai parlé avant, l'école d'horlogerie ou l'école industrielle du soin. Dans les classes classiques, le nombre de leçons hebdomadaires dévolues aux humanités est réduit d'un tiers, à peu près. On passe de 75 à 50%, au profit de nouvelles branches modernes, le français, l'arithmétique, l'histoire et la géographie. Mais assez vite, quelques années après, comme on estime que la qualité de l'enseignement se retrouve abaissée par ces modifications, dès 1844, les humanités sont renforcées, donc on remonte les humanités, je ne vous ai pas mis les tableaux parce que ça fait beaucoup, et les secondes voient leur nombre de leçons fortement augmenter. Donc il y a une augmentation des exigences scolaires. Alors, les classes françaises servent à quoi? Comme je l'ai dit avant, c'est un compromis finalement, qui se fait au moyen d'une différenciation précoce des élèves. Je rappelle que la 7e, c'est des 9 ans. Donc on va commencer à classer les élèves à partir de 9 ans, entre ceux qui font des humanités et ceux qui font des classes françaises. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça a un effet sur la fréquentation du collège. Ça a un effet, c'est-à-dire quel effet? C'est un effet social. Les enfants de la petite ou moyenne bourgeoisie, commerçante, artisanale et autres, vont plutôt se retrouver dans les classes françaises. Et ceux de la haute bourgeoisie, plutôt financière, voire terrienne, qui possèdent à l'étranger ou en France voisine des terres assez importantes, va plutôt se retrouver dans les humanités. Voilà. Et si jamais ça vous intéresse, à partir de ce moment-là se trouve une division entre les élèves. Donc ceux des humanités, on les appelle les lapins. Voilà. Et puis ceux qui font les classes françaises, on les appelle les franchiens. Ils recoupent des oppositions aussi à caractère politique. On peut voir ça de cette manière-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez ici la différence d'âge entre 1836 et 1845 des élèves. Est-ce qu'ils sont à l'heure scolairement ou pas, si vous me permettez l'expression? Donc vous voyez bien qu'en 11e, en 6e, les classes françaises sont déjà âgées d'une année plus. Essayez de voir comment se fait la répartition entre les classes. D'accord? Et ça, c'est le taux d'échec au fil des années. Vous voyez que le taux d'échec est plus important dans les classes françaises que dans les classes latines. À partir du moment où on a fait 2 filières de secondaire, on a divisé l'enseignement secondaire. Et en divisant l'enseignement secondaire, on a aussi divisé les publics en fonction de leur origine sociale. C'est ce qu'on appelle la segmentation sociale verticale des systèmes scolaires. Si je dis ça, c'est pas rien, puisque jusque-là, ces publics étaient mélangés. Ils se retrouvaient ensemble, voilà. Alors certains réussissaient plus ou moins que d'autres, mais on avait quand même une forme de mixité sociale, en tout cas à l'intérieur de la bourgeoisie, entre la grande et la petite et moyenne bourgeoisie. Et ça, c'est le taux d'échec aux interrogations de fin d'année, donc c'est pour ceux qui ne sont pas prévenus. Voilà. Maintenant qu'on se dit, ah oui, mais finalement là, il n'y a pas beaucoup d'échecs, c'est bien, là. C'est mieux que là. Si on compare, 4e et 3e, etc. Mais il ne faut pas se leurrer, ici vous avez des pourcentages de réussite, mais la fréquentation des classes françaises est beaucoup moins importante à partir de la 4e ou 3e. En fait, les effectifs baissent très fortement à partir de ce moment. Donc si on fait une comparaison entre 1821-23 et 1841-1843, on voit que quand on compare l'accès à l'académie, vous aviez le collège, puis ensuite l'accès à l'académie. Quand on regarde ceux qui rentrent à l'académie derrière, après avoir fait des études, on s'aperçoit qu'en 1821-23, vous aviez à peu près la moitié des étudiants débutants de l'académie qui venaient des milieux commerçants, fabricants, marchands et artisans. Et quand on regarde 20 ans plus tard, suite à cette différenciation des études, ils ne sont plus que, ils sont plus qu'un tiers. Et puis ceux des classes populaires, donc ceux qui étaient des métiers de manœuvre ou d'ouvriers, etc., enfants de manœuvre d'ouvriers, qui représentaient 5% des étudiants de l'académie quand même, sont pratiquement éliminés 20 ans plus tard. Ça, c'est des effets concrets, des transformations des systèmes. Alors ensuite, on passe à une autre époque, qui est celle après la Révolution radicale, c'est les humanités modernes. Alors, vous savez tous qu'il y a eu une révolution à Genève en 1846, les radicaux, mais ce n'est pas propre à Genève, vous avez toute une série de révolutions en France, en Allemagne, etc., qui réussissent ou qui ne réussissent pas, en France oui, en Allemagne non. Les radicaux arrivent au pouvoir, et puis voilà, ils ont un projet politique,
qu'est la démocratie, qu'est la hiérarchie sociale basée sur le mérite et le talent et plus sur la naissance, pour faire simple. D'accord ? Et puis ils veulent démocratiser, civiliser, moderniser Genève. Et l'école va être, je dirais, leur outil privilégié, enfin un des outils privilégiés pour réaliser cette ambition politique. L'école d'État à Genève, c'est une école radicale. Tout le système va se construire sous l'égide des radicaux. À tel point que je ne vais pas se raconter d'histoire, grosso modo, jusqu'aux années 20, 1930, si vous vouliez entrer dans la hiérarchie politique, d'être radical était un atout très puissant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? L'institution doit appeler un jour important. Et leur but, c'est que finalement l'instruction publique corresponde bien aux besoins socio-professionnels en fonction des talents et des vocations. Donc ils vont laïciser l'école, primaire notamment. Ils vont renforcer la centralisation de l'administration scolaire. D'accord ? Et ils développent l'école publique grâce à la loi sur l'école publique de 1848. Donc eux, pour ce qui est du secondaire, ils entendent développer réellement un enseignement secondaire moderne qui répond en fait aux besoins de la petite et moyenne bourgeoisie, qui est notamment leur base sociale. Alors ils vont créer assez vite, en 1846, ils proposent déjà la création d'une école moyenne organisée sur le modèle des Realschulen. Les Realschulen, c'est des écoles allemandes ou suisses-allemandes, qui sont des écoles secondaires moyennes qu'on trouve à Berne, à Bâle et à Zurich, qui proposent de ce qu'on appelle à l'époque des études réales, qui offrent des connaissances qui préparent mieux l'avenir des jeunes gens, industriels, artisans ou négociants. Et cet enseignement devrait reposer sur des langues vivantes, les sciences et les mathématiques. Donc je reviens encore à mon propos, les sciences et les mathématiques, comment les faire entrer dans l'enseignement secondaire. Dans les humanités, on faisait de l'arithmétique, pas plus. Donc, qui ne s'adresse pas seulement à l'élite, mais à tout, je dirais, ce personnel, cette catégorie sociale, qui sont les artisans, les chefs d'atelier, les commerçants, les entrepreneurs, les techniciens, différents types, même si on ne parle pas encore de techniciens à l'époque. Mais voilà, ces études secondaires, si elles devraient être modernes, elles sont toujours pensées comme généralistes. On avait déjà vu ça dans le mémoire de Prévost, en 1821, on est toujours dans la formation d'un esprit, d'abord. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent les classes françaises et puis ils disent, on va faire un deuxième collège, on va l'appeler industriel et commercial, et un deuxième collège qui permet de faire l'ensemble du cursus secondaire moderne, sans passer par les humanités. Je vous ai mis le rapport de Pierre Ponce, qui est un des leaders radicaux, voilà, dans le rapport de la commission du Grand Conseil qui va procéder à la création de ce collège industriel et commercial. Donc, le but d'un collège du genre de celui qu'on se propose de créer n'est pas de faire des mécaniciens ou des banquiers. On ne peut pas élever la prétention jusqu'à supprimer les apprentissages. Qu'en résulte-t-il ? Évidemment ceci. Donner aux jeunes gens qui ne se vouent pas aux professions littéraires ou scientifiques, c'est intéressant, scientifique, on avance sur ça, les moyens de se placer honorablement dans la société, mettez à leur portée ces notions qu'aujourd'hui il est indispensable de posséder pour se distinguer dans une profession quelconque. Faites avant tout des hommes instruits, sans vous préoccuper de l'état qui les exerce dans la suite. Donc c'est toujours cette idée, et ça c'est quelque chose qui va rester, qui reste jusqu'à aujourd'hui, c'est l'idée que des études secondaires supérieures, pour former des élites, quelles qu'elles soient, doivent être d'abord une formation de l'esprit, une formation générale à des choses. Voilà. Et en même temps, cette division du collège va offrir une solution, en réalité, à l'accroissement, je dirais, de la demande des savoirs. En effet, au XIXe siècle, l'enseignement secondaire, vous aviez les humanités qui étaient la matrice, qui représentaient 60-70% de l'enseignement, puis on mettait des petites choses à côté. Donc ça veut dire que quand on faisait des humanités, on faisait de la langue, de la littérature latine, on faisait de l'histoire latine, donc romaine, on faisait de la géographie romaine, etc. Toutes les matières allaient ensemble, d'une certaine manière. Vous aviez un régent qui enseignait tout ça. Et puis, avec l'accroissement des demandes des matières, évidemment, vous voyez bien que si on ne veut pas que les élèves aillent 80 heures par semaine à l'école, il va bien falloir faire de la place au détriment d'autres choses. Et la différenciation en deux filières, une filière moderne, une filière des humanités, ou en tout cas latine, permet en partie de répondre à ce problème, et donc de différencier déjà des publics. On viendra sur le surménage des collégiens un peu plus tard au XIXe siècle. Voilà. Et donc, qu'est-ce que proposent les radicaux ? C'est ça. C'est ça. Donc, vous avez les humanités, ou ce qui est la retraduction des humanités, donc à travers notamment l'enseignement central du latin. Donc, vous avez le collège classique avec une petite classe préparatoire. Vous avez ensuite du français, de l'arithmétique, du latin, voilà, qui est facultatif, comme ça, à un certain moment.
Puis ensuite, vous avez le latin, le français, l'histoire, le latin, le grec, etc. Et puis, en miroir, vous avez le moderne, donc le français, l'arithmétique, l'histoire, géographie, calligraphie, dessin, l'allemand, évidemment, français, arithmétique, ça c'est pour les commerçants, l'allemand notamment, dessin linéaire, dessin, notions constitutionnelles, physique, histoire naturelle, économie, politique. On voit bien que ça s'arrête sur le même. Par contre, là où il y a un problème pour les radicaux, c'est que vous voyez que l'accès au gymnase qui va remplacer l'auditoire des belles lettres, qui fait la deuxième partie du cursus secondaire, ou préparatoire aux facultés, et ben vous pouvez y accéder que si vous avez fait finalement le latin et les humanités. Pour tout ce qui est le bon bout qui reste des humanités. Ou vous continuez encore à travailler. Dans la volée inférieure, vous faites littérature grecque et romaine. Là, vous commencez à faire de l'algèbre, de l'histoire, de la littérature française et allemande, donc on fait du moderne. Et là aussi, la même chose, en deuxième année, on fait de nouveau un peu d'économie politique. Il n'empêche que vous avez une différenciation assez forte de ce point de vue-là. Voilà, donc, les radicaux ne se départissent pas finalement de cette chose qu'on va entendre beaucoup au 19e, c'est que la meilleure gymnastique intellectuelle et la préparation la plus féconde pour toutes les vocations, c'est un enseignement à caractère général, qui reste général, même s'il n'est plus latin. Donc ce qu'on comprend ici, c'est que finalement la filière classique ou latine reste la filière d'excellence, quoi qu'il arrive. Parce que pour la plupart des contemporains, et là je vais citer un peu, elle reste la matrice de ce libéral esprit littéraire, qui, allié à l'esprit scientifique large et généreux, fait l'honneur de Genève depuis le siècle des Lumières, comme une place un peu intellectuelle. Et évidemment, quand on introduit des matières différentes, on va introduire une transformation de l'enseignement dans le secondaire. C'est qu'avant, je vous avais dit que vous aviez un régent qui faisait tout, et à partir du moment où vous introduisez des matières nouvelles, on va introduire la spécialité des maîtres, c'est-à-dire plusieurs enseignants pour la même classe qui dispensent des disciplines différentes. Et c'est pas pour rien que pendant longtemps au 19e, on va appeler le maître primaire le régent, y compris à Genève, et le secondaire le régent, parce que c'était quelqu'un qui enseignait l'ensemble des matières. Sinon, après, on passe au professeur. Voilà. Et il y a des chefs radicaux qui ne sont pas contents avec cette transformation, donc les radicaux ne sont pas d'accord entre eux. Vous avez James Fazy, Antoine Pont, dont j'ai cité avant, vous avez Colladon, qui est un physicien. Ils ont beau arguer dans les débats pour former cette nouvelle loi sur l'instruction publique que les sciences peuvent être l'objet d'un enseignement élémentaire, rien n'y fait. On a un topos, une vulgate si vous préférez, de l'époque, c'est que la majorité des parlementaires radicaux reconduisent la primauté des humanités et des lettres parce qu'on estime à cette époque que la science, c'est un préjugé, est inaccessible à des esprits trop jeunes. Et c'est pour ça qu'on reporte systématiquement. Et vous aurez des études au XIXe siècle, des gens qui montreront qu'on peut faire par exemple de la géométrie très tôt, avec des enfants de 9 ou 10 ans. Mais on voit bien quand même ce qui se passe, c'est que l'arithmétique, l'arithmétique, les sciences entrent un petit peu, il y a un peu d'économie politique, etc. Donc on voit bien quand même qu'on cède un peu du terrain, que le latin et les humanités cèdent un peu du terrain. Mais n'empêche que la conception des humanités modernes, que promeuvent les radicaux, reste celle des études secondaires à caractère général. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans la pratique. On a fait un collège industriel et commercial, et puis qu'est-ce qui va s'y passer finalement ? C'est un beau projet. Ce qui s'y passe, c'est que les abandons d'études sont nombreux dans le collège industriel et commercial. Les élèves le quittent entre 13 et 15 ans, sans le terminer. Généralement, pour faire quoi ? Je vous le donne en mille, pour aller faire des apprentissages dans l'artisanat, l'industrie et le commerce. Et c'est à ce moment-là que les apprentissages commencent à l'époque. En effet, je vous donne un exemple, en 1867, la moitié des élèves de la première classe, du dernier degré, ici, vous en avez 8 sur 13 qui s'en vont en janvier. Ils quittent. Vous avez 5 ans plus tard, en 1872, vous en avez 20 sur 30 qui s'en vont aussi. Ils quittent le collège. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est à une époque où la valeur du diplôme, nous, on vit dans une société qui est obsédée par le diplôme, moi j'appelle ça la tyrannie du diplôme, mais à moins qu'on pouvait poursuivre ensuite à l'académie, mais c'est pour un nombre d'individus relativement restreint, n'ont pas de valeur au sens strict du terme. La demande de la petite et moyenne bourgeoisie autour de l'enseignement moderne, c'est d'acquérir des connaissances plus que primaires, plus importantes, pour ensuite faire des apprentissages ou entrer dans les métiers d'une certaine manière. Mais ce n'est pas certifié par un diplôme, ce n'est pas ça le problème. On veut qu'ils acquièrent des choses. Donc vous avez des élèves qui s'en vont à partir de la troisième, de la deuxième, puis de la première.
Et donc finalement de terminer le collège industriel et commercial n'a pas de valeur. Mais s'il n'y a pas de valeur pour les individus qui le font, ça veut dire que dans le système économique, il n'a pas de valeur non plus. Et ça, c'est important. Actuellement, je ne sais pas si vous voyez les offres d'emploi, voilà, le moindre truc, il faut avoir 3 diplômes, 15 ans d'expérience, etc. Mais ça, c'est autre chose, notre société est malade du diplôme. Donc, ça veut dire quoi? Alors, il y a des abandons aussi au collège classique, comme on l'appelle maintenant, à ce moment-là, mais qui sont nettement moins importants. Ici, vous avez, sur 40 ans, vous avez la fréquentation par classe. Donc vous voyez bien, on passe un nombre d'élèves, évidemment la 7e, la première, puis ça diminue, et vous voyez qu'ici, vous avez une assez bonne fréquentation, puis alors là, ça affiche le point. 448 élèves divisé par 40, pas beaucoup d'élèves. Vous voyez bien que là, c'est ce qu'on appelle finalement la fréquentation différenciée des écoles ou des systèmes en fonction d'objectifs qui ne répondent pas forcément à la logique du système. Les radicaux voulaient. Mais le problème, c'est que les radicaux ont un problème de fond. C'est que si je reviens sur ils ont fait quelque chose de pas très cohérent, si on veut rétrospectivement, c'est que là, il n'y a pas de débouché. En fait. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Ce qui est quand même intéressant en termes de la fréquentation de l'enseignement secondaire, en général, c'est qu'à Genève, malgré tout, ce système-là permet qu'à peu près 20% des enfants soient scolarisés dans le secondaire. C'est un taux absolument exceptionnel en Europe. J'ai quelques chiffres pour l'Europe à ce moment-là. Donc on est entre 2,3 et 2,6% en Allemagne, sur l'ensemble de la population. On est entre 2,2 et 2,4 en France et autour de 2% en Angleterre qui fréquentent le secondaire. Alors, ça tient, je dirais, à la particularité de Genève. C'est un canton-ville avec des structures sociales plus élevées. Vous avez pratiquement très peu de paysannerie, etc. La paysannerie est longtemps exclue de l'enseignement secondaire, donc ce qui favorise ça. Mais on a un taux de fréquentation très important du secondaire. Néanmoins, vous savez que si Genève n'entre pas dans la première révolution industrielle, qui est celle des machines, qui abaisse le niveau de qualification d'ailleurs des ouvriers, en revanche, elle va rentrer de pied dans ce qu'on appelle la seconde industrialisation, qui passe notamment par la maîtrise des fluides, le gaz, l'eau et l'électricité. Et là, on va avoir besoin de techniciens. Ça, c'est une première chose. Et puis, l'essor de l'industrie et l'essor capitalistique de manière générale fait que la Confédération prend un peu les choses en main et qu'on va ouvrir cette fameuse école polytechnique fédérale, qui est censée former des ingénieurs, des architectes, des techniciens relativement de haut vol. Alors on se dit, c'est facile, on a un collège industriel et commercial, et la suite, ça va être l'école polytechnique fédérale. En fait, non, l'enseignement qui est dispensé dans ce collège industriel et commercial ne permet pas d'entrer et de satisfaire aux exigences d'entrée, puisqu'il y a un concours à l'école polytechnique fédérale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Les radicaux vont décider d'offrir une succession ici et de faire un gymnase commercial et industriel pour préparer notamment à ce type d'études. Donc ils offrent un débouché scolaire. Donc on ouvre une section technique, et ça c'est la première fois où l'enseignement des langues est réduit à moins d'un quart des leçons, où l'enseignement est totalement axé sur les mathématiques et les sciences, à 64%, à 2/3 c'est l'enseignement mathématiques et des sciences, dans le but de préparer à l'admission à l'école fédérale. Mais en fait, ils ouvrent un gymnase de 3 ans, mais tout irait bien si les élèves faisaient l'ensemble des 3 ans de ce gymnase, industriel et commercial. Mais en fait, la 3e année ne sera jamais ouverte. Donc c'était première, 2e, 3e. En effet, le nombre moyen des gymnasiens de la section technique ne dépasse pas 2 par semestre jusqu'en 1885. Donc de nouveau, on va créer des filières scolaires et ça, pour répondre à des besoins, mais les gens n'y vont pas. Voilà. Jusqu'en 1885, où on peut se dire, on peut peut-être faire une 3e, parce qu'il y en a 7 qui finissent, 7 élèves qui finissent la 2e, c'est un record absolu. Voilà. En fait, les gymnasiens qui veulent aller à l'EPF, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas aller au gymnase, ils vont s'introduire dans les cours de la faculté des sciences de l'académie, et puis ils vont aller faire des sciences et des maths à la faculté, en fait. Voilà. Et puis il y avait 2 autres sections du gymnase qui étaient commerciales et pédagogiques, mais celles-ci, je n'en parle même pas parce qu'il n'y a pas grand monde dedans. Voilà.
Malgré tout, ce qu'on constate depuis 1860, c'est que le poids de l'étude des langues vivantes et de la littérature, et de leur littérature, donc les langues vivantes, c'est des langues pas mortes, s'accroît au collège puis au gymnase au détriment des langues anciennes, et ça finit par une limitation des mathématiques et des sciences. Donc on voit bien quelles sont les considérations qui procèdent de ça. C'est des considérations à caractère plutôt utilitaire ou utilitariste, que sont l'ordre économique, faciliter la communication, voire patriotique aussi, former une élite confédérale. C'est pour ça qu'on voit l'allemand s'introduire un peu partout. Et puis on part quand même du principe, on a fait du chemin depuis le début du 19e, que les littératures des langues vivantes, c'est-à-dire anglaise, allemande, italienne, voire espagnole, ça fait écho à certaines choses sur l'espagnol dans la réforme de la maturité, offrent finalement des œuvres d'un prestige et de qualité capables de concurrencer l'Antiquité gréco-romaine. Donc elles peuvent prétendre à donner une culture générale et portent l'espoir d'une refondation des études secondaires par des humanités modernes, puisque juge-t-on toujours alors que seules les études littéraires rendent l'esprit indépendant. Mais je dirais que, au point des radicaux, vous avez quelques individus, comme notamment Karl Vogt, qui est un Allemand qui s'est naturalisé, etc. C'est un savant naturaliste, pour contester cette conception exclusivement littéraire et esthétique des études secondaires. Mais là, se trouve, entre 1870 et 1887, est à la tête du département Antoine Carteret, qui est aussi un radical, mais lui défend la conception littéraire des études. Bon. Là, on passe à une dernière époque. C'est ce que j'ai appelé la réinvention du collège et l'infranchissable barrière sociale et scolaire du latin. Voilà. L'émigration, la seconde association, la Grande Dépression de 1873-1896 et l'essor du mouvement ouvrier font apparaître deux choses. Un, il y a la question sociale à laquelle il faut répondre, d'accord, et puis en même temps, il faut répondre à la modernité. Et là, vous avez une offensive de ce qu'on appelle les jeunes radicaux, donc je pense que vous avez entendu parler. Georges Favon, Alexandre Gavard, il viendra s'ajouter aussi Tchoumi. Tous ces gens-là sont finalement pour développer un enseignement assez long, qui soit à caractère utilitaire et donc utile socialement et économiquement, d'accord, parce qu'ils parlent du principe que l'école est un puissant outil du réformisme social. Donc, si on contente les gens, la question sociale est réglée, et puis en même temps, on forme des individus pour accompagner, ou en tout cas développer la prospérité. Voilà. Leurs conceptions utilitariste et scientistes de l'enseignement sont inspirées directement d'Herbert Spencer, l'anglais. En conséquence, voilà leur credo. L'expérience et l'observation doivent se substituer au verbalisme à l'école, car tout savoir qui n'est pas digéré et transformé en savoir-faire est inutile. On n'est pas très loin du débat sur les compétences. Voilà, donc ça c'est Tchoumi dans Routine et Progrès en 1883. Oui, c'est un peu embêtant quand on fait de l'histoire d'enseignement, on a l'impression qu'on répète les choses par moment, mais on ne répète jamais vraiment les choses. C'est quand même un peu différent. Donc lui, Tchoumi, est totalement radical de ce point de vue-là. Il propose vraiment le remplacement des humanités classiques ou modernes par des humanités scientifiques, dit-il, seules susceptibles à ses yeux de refonder véritablement un enseignement général conforme au monde moderne. Donc il est dans la modernité. Il fait mouche. Et effectivement, les radicaux vont transformer le système et ils vont faire la nouvelle loi de 1886 qui va fonder le système scolaire, pas tout à fait comme on connaît, parce qu'il a connu des transformations à la fin des années 60, mais qui est le fondement du système scolaire. Genevois. Voilà, donc le gymnase industriel et commercial ne marche pas, donc on refonde tout ça, mais en même temps qu'on refonde tout ça, se passe autre chose au niveau fédéral. C'est la question de la maturité fédérale. Et puis là, il y a une vraie bataille autour de la reconnaissance nationale des diplômes pour aller des diplômes de médecine. Et ça va être l'ordonnance de la maturité fédérale va être avec un moyen et un levier très fort en fait de la Confédération, des radicaux au niveau de la Confédération, pour imposer toute une série de choses, notamment dans l'enseignement secondaire supérieur, comme on va le voir rapidement. Juste, j'ai fait dans mon livre, il y a toute une partie qui est un chapitre qui consiste sur l'histoire de la mature, comment elle a été faite. Des gens avaient travaillé un peu dessus, mais personne n'avait fait, je dirais, complète entre 1877 et 1906. Je vous la fais court. La médecine, au XIXe siècle, c'est la reine des sciences. Hein. La médecine, c'est de la biologie, c'est de la chimie, c'est de la physique, c'est tout ce que vous voulez. C'est des maths, etc. Il n'empêche que le corps médical, dès 1877, parvient à imposer, comme coup d'entrée scolaire dans les facultés de médecine, l'étude du latin. Et celle des mathématiques et des sciences. Donc on veut les deux. Donc finalement, il s'arroge quoi? Le lustre ancien des humanités,
avec le prestige nouveau des sciences. Et puis, cette obligation est définitivement enterrée en 1906, quand les juristes, eux aussi, rejoignent les médecins en disant, pour faire des études juridiques, il va falloir faire du latin. Alors on peut trouver des choses utilitaires qui sont la pharmacopée, etc., le lexique. Dans le juriste aussi, c'est le droit canon, romain, tout ce que vous voulez. Mais enfin, non. On voit, en fait, l'opération elle est assez simple. C'est une opération de sélection sociale à travers le latin. Je le dis assez crûment, vous n'êtes peut-être pas d'accord, on pourra en discuter après, mais c'est évident. Et un quart des médecins, il y a un sondage, je crois que c'est 1880, voulaient même le grec pour accéder aux facultés de médecine. Je sais bien, il y a Hippocrate, je sais bien. Il faut quand même se poser un peu des questions. Donc qu'est-ce qu'on fait? On procède à une refonte du système qui va durer jusqu'en 1969. Ça, c'est le système jusqu'en 1969. Voilà. Donc, on va faire un petit collège, une division inférieure, avec le latin, articulé sur la division supérieure qui remplace le gymnase, une section classique et une section réale. Alors avant, je vous ai dit que la section réale, c'était une section moderne, de langue vivante. C'est comme ça qu'elle a été développée dans la première moitié du XIXe siècle, notamment dans les régions suisses-allemandes ou en Allemagne. Mais comme on exige, pour aller dans passablement de facultés d'études du latin, notamment les sciences, lettres, pas les sciences de lettres, droit et médecine, dans la réale, on va faire une filière moderne avec du latin. Comme ça, on règle le problème. En termes d'accès. Et après, vous avez les facultés universitaires. L'académique devient université à Genève en 1873, sur le modèle des universités allemandes. Voilà. Et puis, il y a quand même une concession qui est faite. C'est qu'on va introduire une école professionnelle de 2 ans, ici. C'est Tchumik, d'ailleurs, qui sera le directeur de cette école professionnelle, qui va normalement plutôt aller diriger les élèves vers les apprentissages, les cours du soir ou les écoles professionnelles, mais qui, au dernier moment, va quand même un peu sauver les choses, sauver les revendications, permettront d'accéder à 2 filières du collège, qui sont la filière technique, qui prépare cette fois effectivement à l'école polytechnique fédérale, qui permet d'aller en sciences, puis en sciences, sous condition de rattraper un peu de latin, des lettres, et puis ce qu'on appelle la pédagogique, qui forme finalement à devenir instituteur. En effet, Genève est un des rares cantons où il n'y a jamais eu d'école normale pour former des instituteurs. On a toujours très tôt exigé, dès 1886, puis avant ça se passait un peu autrement. Mais si ça vous intéresse, je viens de sortir un livre sur l'enseignement primaire, qui s'appelle La culture du métier, à Genève et en Suisse romande. On a chez une folio, je fais un peu de promotion, et qui permet ensuite, éventuellement, sous certaines conditions, donc avec cette maturité, on pouvait faire sciences, lettres, et sciences sociales. La science sociale apparaîtra au début du XXe siècle, 1912. Bref, donc on voit bien qu'on a quand même la voie de l'élite et on a une voie un peu inférieure, qui est non latine, qui est sauvegardée. Et ça va durer jusqu'en 1969. Les demoiselles auront, avec l'école secondaire et supérieure des jeunes filles, petit à petit, quelque chose qui va ressembler à la division supérieure du collège, mais alors à l'inverse, on va priver les filles pendant très longtemps du latin. Ce qui faisait qu'elles ne pouvaient pas accéder à l'université, aux facultés. Et donc ça grogne beaucoup à la fin du 19e et début du 20e siècle, puisque vous avez des étudiantes notamment qui viennent de Russie, qui ont fait leur collège en Russie, qui ont fait le latin et qui vont à l'université. Les Genevois ne peuvent pas y aller. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va dire à des filles, vous pouvez aller faire les heures de latin avec les garçons au collège. Donc comme quoi la mixité est simple, la géométrie variable. Et puis évidemment les enseignants de l'époque, comme vous le savez maintenant, disent que les filles sont meilleures que les garçons. Est-ce que vous savez bien qu'à l'université, il y a plus d'étudiants que d'étudiants, depuis un bon moment. Enfin, les filles sont plus scolaires, entre guillemets. On peut en parler aussi après, si vous voulez. Ensuite, et qu'est-ce qui se passe? En faisant cette transformation, et comme j'ai dit, ça fait une transformation qui est aussi de nouveau un renforcement de la ségrégation sociale. Je vous montre les statistiques. Donc ça, c'est en 1880, avec le collège classique et industriel et commercial, les 2 collèges. Et puis ça, c'est après celui de 1880. C'est le collège tel que je l'ai présenté en 1886. Donc vous voyez qu'il y a un renforcement de la sélection scolaire, qui est aussi une sélection sociale, puisque les élèves de profession libérale, qui représentaient 35%, représentent 60% des élèves. À l'inverse, les cols blancs et les indépendants, plutôt des commerçants, etc., leur
représentation baisse, et les artisans, les ouvriers qualifiés, divisé par 2. Et puis évidemment, tout ce qui est un peu les ouvriers non qualifiés, agriculteurs, etc., la proportion n'est déjà pas très importante, mais elle se réduit d'autant. Ça, c'est l'opération qui se passe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, même si les humanités ont perdu, même si on a introduit les maths et les sciences, les mathématiques et les sciences n'arrivent pas à s'ériger au niveau, entre guillemets, de prestige symbolique que les lettres, les humanités. On est d'accord pour des humanités, je dirais, autour des langues vivantes, de la formation intellectuelle, mais maths et sciences ça paraît pas acceptable qu'elles puissent remplacer les lettres en réalité. Et puis quand on regarde, on commence à comparer en 1888 ce qui se fait un peu ailleurs, en Suisse, parce qu'à Genève, on est toujours sur Genève tout le temps. Alors là, c'est assez simple. Vous avez Genève, Zurich, Bâle, Lausanne, Fribourg, Berne. Et puis quand on regarde ce tableau, et puis on le lit, quel constat on peut faire? Bon. Donc ici, vous avez des classes. Vous avez 7 classes, 8 classes. En fait, c'est on dirait des degrés. À l'époque, on disait des classes. Le nombre de temps on passe. Ici, vous avez les heures, le total des cours, puis vous avez la moyenne par semaine. Donc c'est jamais inférieur à 30. Vous vous souvenez qu'avant, c'était un peu moins quand même. L'étude des langues anciennes conserve logiquement sa prééminence, avec en moyenne 1/3 des leçons. On met ici les langues anciennes. Ça, c'est le pourcentage moyen sur l'ensemble de ces gymnases ou collèges. Il est invariablement exigé à partir des. On enseigne généralement au plus tard à 12 ans, voire même avant. Donc, ça reste là. Ensuite, on va enseigner des nouvelles disciplines que sont les langues. C'est des langues modernes, vous voyez ici, et la langue maternelle. Donc, si vous êtes en Suisse allemande, c'est l'allemand. Si vous êtes en Suisse allemande, c'est le français. Vous voyez que les langues modernes et les langues maternelles représentent ça. Donc, vous êtes déjà là à plus de 50% avec les langues en général, dans l'enseignement. Les mathématiques, les sciences et le dessin captent plus ou moins 30% de la dotation horaire. Malgré tout, si on regarde le gymnase, le collège de Genève fait une part belle aux langues modernes et aux sciences expérimentales et au dessin, et même à l'histoire-géographie en comparaison d'autres. Voilà. Le temps dégagé pour ces nouveaux savoirs est au détriment des enseignements poursuivant des finalités plus morales ou physiques qu'intellectuelles qui sont conservées ailleurs, par exemple. En effet, vous avez la religion qui est enseignée, encore à ce moment-là à Bâle, Lausanne et Fribourg, le chant, la gymnastique, la calligraphie, ou encore les exercices militaires à Zurich et Berne. Voilà. Donc on voit bien qu'on a un accroissement, je dirais, quand même, des matières différentes. Alors, maintenant, on parle du latin, on parle des humanités, etc. Ici, vous avez la volée 1999 des gymnasiens. Où il y a ici, vous avez les sections de l'époque, artistique, moderne, scientifique, latine, classique. Et puis, vous avez ensuite leur distribution, 18 mois plus tard après l'obtention de la maturité. Donc, je passe tout le XXe siècle, on arrive à la fin du XXe. Et puis, c'est où se trouvent les élèves, les différentes sections. Donc, si on prend ceux qui ont fait une maturité classique, ils vont d'abord en médecine. Et en scientifique, ils vont en sciences. En moderne, ils vont en faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Donc on voit bien qu'il y a une persistance de ça, mais il n'empêche qu'il y a des choses qui ont commencé à bouger. C'est ici, je mets juste. Ça, c'est une étude qui a été faite du SRED aussi, en juin 2005. Donc c'est la transition entre le collège et les études tertiaires, donc les études supérieures des collégiens genevois, donc c'est une étude du SRED. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même que au niveau de maths avancées, vous avez 2 langues anciennes, maths avancées, vous avez médecine, sciences, physique, école polytechnique. Donc vous avez quelque chose qui est en train de se jouer autour des mathématiques. Vous avez un deuxième pôle ici, qui est plutôt masculin. Ici, vous avez un deuxième pôle, c'est le niveau maths normal, c'est des langues modernes autour des arts, des HES et de la FAPSE. Et puis, vous avez un troisième pôle ici, qui
sont, je dirais, le droit, les sciences politiques, et puis là, puis ici vous avez ceux qui font le latin, qui peuvent se distribuer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, on voit, moi je pense que c'est à peu près réglé maintenant, on voit en fait qu'il y a une translation entre la matière d'enseignement de l'élite, si vous préférez, qui était du latin, qui est en train de passer aux mathématiques. Et ça, c'est déjà fait en France depuis les années 50, par exemple. On voit très clairement. Et je ne sais pas si tu confirmes sur les maths avancées qui font peur à passablement d'élèves. Hein, les maths en général. Oui, c'est la branche. Voilà. Et puis je vous dis tout de suite, quand vous allez journée de porte ouverte de l'EPFL à Lausanne, les jeunes ils y vont, on leur dit deux choses. On leur dit, si vous n'avez pas fait maths fort, ça ne sert à rien, vous oubliez, vous arriverez pas. Et puis deuxième chose, ici on fait du joint venture, on fait du business. Quoi, du business, du joint venture. On fait de la recherche appliquée et puis on crée des startups et des machins. Voilà. Alors, allons-y. Continuons sur maintenant. Ça, on dit, la maturité, on a des ordonnances fédérales qui changent d'année en année. Alors on part de 1888, si vous voulez bien. Et puis là, on est en 2023-2027, hein, l'ordonnance et puis ce qui devrait plus ou moins être appliqué. Puis on commence à comparer un peu. Donc si on prend les langues, indépendamment du reste, ben on est grosso modo à la moitié. L'histoire-géographie, ça bouge pas trop. Alors ça pousse un peu sur les sciences et les maths. Voilà. Et puis après, alors ça j'ai mis là, mais je n'ai pas mis les matières qui étaient correspondantes. Hein. On peut mettre autres. On a une augmentation un peu d'autres choses. Mais la conclusion est assez simple. C'est que les études secondaires restent des études de lettres. Si vous êtes un élève qui est relativement à l'aise en sciences ou en mathématiques, d'accord, et excusez-moi, je vais être un peu trivial, vous en fichez un peu d'histoire géo, des trucs comme ça ne m'intéresse pas. Les langues, vous êtes mauvais, vous allez au collège, vous prenez cher. C'est sûr. Voilà. Et donc, je vous pose la question toujours, et puis je vous rappelle qu'il fut un temps, encore pas si longtemps, une école qui a été fondée en 1905, qui s'appelait le Technicum, qui était pour préparer les études professionnelles, enfin les études, je dirais, faire des études secondaires qui étaient, alors cette fois massivement mathématiques et sciences, hein, le Technicum, qui donnait après un premier diplôme d'ingénieur. Ben, c'était une voie de dérivation, en fait, par exemple, pour des élèves comme ça, qui n'aimaient pas trop l'histoire géo, qui n'avaient pas envie de faire d'allemand, et puis ils allaient au Tech, et puis ils sortaient avec un diplôme d'ingénieur. Et ils pouvaient après accéder à certaines facultés. Voilà. Oui. Donc, l'école à côté de la gare. Les arts industriels? Oui. Alors ça, c'est une école qui a été fondée, c'est un beau bâtiment, hein, ceci dit. Oui, tout à fait. Magnifique. Alors, c'est l'école des arts industriels. Elle a été fondée, elle a été ouverte, je ne sais pas de sottises, ça doit être 1908 ou 1909, parce que c'est là qu'on a regroupé plusieurs écoles qu'on avait créées, des écoles professionnelles, l'école de mécanique, etc. Et puis on les a rassemblées dans ces bâtiments des arts industriels, où se trouve maintenant le CFP Art. Voilà, et puis en partie la LG. Ils partagent ensemble les locaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Bah, que finalement, vous voyez, hein, on parle toujours qu'on vit dans une société où tout change tout vite, et ça, mais finalement pas tant que ça. Donc, vous avez des inerties très fortes autour de la conception de l'intelligence, la conception des études, etc. Maintenant, si je peux permettre une petite digression, il y a eu des batailles assez fortes au XXe siècle, enfin, c'est pas une digression, je rallonge un petit peu, autour justement des sciences et la question du latin et des mathématiques. C'est une affaire qui a traversé le XXe siècle. Et au bout d'un moment, les latinistes n'ont eu que cette dernière cartouche à tirer, c'est de dire que le latin forme intellectuellement, forme à la rigueur intellectuelle. Et c'est pas faux. Mais est-ce qu'à l'époque, donc le 19e siècle, les études là, que vous mentionnez étaient financées par le gouvernement ou il y avait une partie privée là-dedans? Ah non, le collège il est financé. Le collège est public, oui, bien sûr. On va au collège. Alors on peut avoir des frais d'écolage, on ne va pas payer les enseignants de sa poche, non. C'est pas du privé. Donc, si vous voulez, l'école primaire devient obligatoire à Genève en 1872, avec la loi sur l'instruction publique 1872, qui est le fait des radicaux. Elle devient obligatoire à l'échelle confédérale en 1874. Avec la modification de la Constitution, mais il faut savoir qu'à Genève, dès 1843, on a à peu près 80% des enfants qui vivent dans la ville qui suivent un enseignement primaire, dans le canton. 80%. Pourquoi? Ça fait l'objet d'un article que j'ai fait il y a plus de 20 ans.
Pourquoi? Parce que c'est une ville, j'ai dit, c'est une ville protestante. Il y a une relation forte entre l'urbanité, le protestantisme et l'éducation scolaire. C'est-à-dire que ça renforce les besoins d'éducation scolaire. On trouve ça à Neuchâtel aussi, par exemple, canton protestant, et aussi en partie agricole, mais en partie aussi industriel ou proto-industriel. Les villages qui ont été repris par Genève, on est plutôt catholique. On est plutôt catholique, oui. Alors justement, c'est ça où je veux en venir. En fait, quand Pictet-Rochemont va discuter, voilà, au traité de Vienne et tout ça, se pose la question de l'unité du territoire genevois et puis son rattachement évidemment à la Confédération. Ça pose la question de savoir si on adjoint trop de territoires qui sont pris sur la Savoie ou la France, hein, donc c'est du côté de l'Eure et du côté de la Savoie, c'était Piémont-Sardaigne, hein, c'était le royaume de Pont-Sardaigne en 1915. Bah, évidemment, il y a une grande peur dans les élites genevoises de dire « Ouh là là, mais si on prend trop de territoires, on aura plein de catholiques, ça va être une catastrophe. » Bon, je vous dis tout de suite, en 1860, avec le phénomène migratoire, ils ont déjà perdu la majorité dans le canton, donc c'est réglé, voilà. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accepter quand même ces territoires. Du côté de l'Ain, on a à peu près 50% des gens qui sont alphabétisés, donc du côté du royaume français, l'ancien royaume français. Par contre, du côté du Piémont-Sardaigne, c'est nettement moins. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une invention, une innovation pédagogique qui est l'enseignement mutuel. L'enseignement mutuel est un enseignement qui a été développé notamment en Inde par deux Anglais qui s'appellent Bell et Lancaster. C'est un enseignement assez intéressant qui permettait, dont l'organisation était la suivante. Vous aviez un maître qui avait des moniteurs. Et des moniteurs se groupaient de groupes d'élèves pour les faire progresser. Et on enseignait des savoirs élémentaires que sont lire, écrire et compter. D'accord. Et les moniteurs recevaient avaient des heures en dehors des heures de cours normales pour enseigner, pour recevoir un enseignement du régent. Et en fait, ça permettait de multiplier des groupes. Et vous aviez toutes sortes de petits groupes qui étaient menés par des moniteurs et qui apprenaient ça. Et donc, par exemple, Bell et Lancaster, en Inde, on fait des classes de 1000 élèves, de cette manière-là. Dans des très grands espaces, hein, que l'architecture indienne permettait, parce que ça, c'est aussi un problème entre le 18e et le 19e siècle, on n'a pas des grands espaces, forcément, pour faire des enseignements. Et en fait, on va prendre l'enseignement mutuel, d'accord, et on va l'utiliser, en fait, notamment avec une école à Saint-Gervais, pour, en fait, alphabétiser ces populations, en masse. Et puis, ce qui est intéressant dans l'enseignement mutuel, c'est que vous pouviez progresser de manière inégale. C'est-à-dire que si vous montiez des dispositions, par exemple, en lecture, vous pouviez avancer dans votre groupe de lecture et puis être finalement en retard par rapport à un niveau que vous pouvez penser moyen. Les âges étaient différents, forcément, puisque les gens progressaient à des rythmes différents. Et puis l'enseignement mutuel va se fracasser avec une conception de l'intelligence qui est celle, en fait, de l'harmonisation des facultés. On a une conception de l'intelligence au 19e, dans la première moitié du XXe siècle, qui dit, ben voilà, de progresser de manière inégale dans des savoirs différents fait qu'on ne développe pas ces facultés de manière cohérente et harmonieuse. Et puis on s'est aussi, si vous permettez l'expression, s'est rendu compte que la relation directe entre le maître et l'élève, sans passer par le moniteur, était plus profitable, en fait. Mais en même temps, l'enseignement mutuel, c'était aussi une affaire d'argent. Ça coûtait moins cher. Mais ça a produit un vrai effet. Ça a permis de rattraper l'alphabétisation, la scolarisation de ces populations-là. Ce qui fait que, comme je l'ai dit, en 1843, vous avez 80% des élèves entre 6 et 13 ans qui fréquentent une école. Alors, des fois une école particulière, des fois le collège. Ah, puis si vous voulez une anecdote amusante aussi sur le collège. Le régent de la 7e, au XXe siècle, c'était un vieux je me souviens, il y a un moment donné, c'était un vieux monsieur, etc. Et il avait une centaine d'élèves dans sa classe de 7e. Et il avait des férules. Vous voyez ce que c'est des férules? Donc des bâtons de longueur différente, 3, pour pouvoir taper sur les élèves selon les rangs. Voilà. C'était comme ça. Voilà. Donc oui, c'est comme ça qu'on a rattrapé en fait le déficit. Et donc les gens des villages venaient à Genève, il y a des écoles primaires dans les villages. Alors, on les fait venir. Ouais. Dans un premier temps, on les fait venir. Ce qui pose un peu de problème en termes de déplacement. Mais oui, parce qu'il n'y a pas de Séva. Non, il n'y a pas de bus, Séva. On venait à pied. On vient à pied. C'est ça. Mais on va faire cet effort-là. Donc en fait, c'est la philanthropie. Ceux qui financent ça, c'est la philanthropie protestante. En fait. Voilà. Mais on veut alphabétiser ces populations. Et on fait ça. Puis après, l'enseignement mutuel, on l'abandonne parce qu'on voilà. Mais ça veut dire aussi qu'on a plus des. Ce que je n'ai pas dit ici, je vous ai évoqué ça, c'est que quand on va commencer à introduire plein de matières, mais ça c'est général en Europe,
qu'on va dire on va introduire des matières modernes, si je reprends ça par exemple, bon, en fait, vous allez voir le nombre d'heures des élèves qui explose dans la semaine. Et dans les années 1870-1880, un des problèmes, c'est le surmenage au collège. On dit qu'en 1536, Calvin, le protestantisme, a imposé la scolarité obligatoire à tous les jeunes protestants. Qu'est-ce qu'il en est en fait? Ce qui était assez intéressant, avant, je vous ai montré ça. L'école primaire privée. En fait, à Genève, vous avez une multiplication au XVIIIe et XIXe siècle de petites écoles. Hein, où vous avez un enseignant qui a un certain nombre d'élèves. Alors, effectivement, c'est payant, c'est privé. Et cette prévalence du privé va se maintenir au XIXe siècle. C'est-à-dire que vous avez des commerçants, des petits artisans qui vont partir du principe, qui vont intégrer cette pensée-là, hein, même si la République, on dit que la République est au collège, qui vont quand même continuer pendant assez longtemps à offrir une scolarité privée à leurs enfants, parce qu'on pense qu'elle est meilleure quand même, parce qu'on l'a choisie, etc. Mais il n'y a pas d'obligation au sens strict du terme, mais l'effet de contrainte sociale, en fait qu'on met ses enfants et qu'on apprend à lire et écrire, bien sûr, qui est très fort. Mais il y a un historien français, dont son nom m'échappe maintenant, qui a travaillé beaucoup sur Neuchâtel, et qui montrait que finalement, dans Neuchâtel, proto-industriel, comme même sur des routes commerciales, etc., qu'on apprend à lire et écrire, et puis que d'apprendre à lire et écrire et compter minimalement, c'est pas une affaire si compliquée que ça en réalité. Et qu'on peut le faire dans le cadre de la famille, etc., et puis après il y a la communion, il faut s'exprimer, il faut lire un passage, etc. Donc il y a toutes sortes de vecteurs et de raisons et de causes qui poussent à la scolarisation. Mais dans une ville, vous êtes un artisan, vous avez besoin de faire minimalement un petit bout de comptabilité, de garder quelques traces écrites. Et ça, ce sera beaucoup, c'est l'invention finalement de l'artisanat et de la banque italienne du XIIIe siècle déjà. On va commencer, c'est les Italiens qui inventent la double comptabilité, etc. Donc, les activités de la ville vont assez vite amener à ce qu'on utilise de l'écrit et du comptage, de manière générale. Et ça crée un contexte qui favorise en fait. Puis la religion vient s'ajouter en plus à ça. Oui, je vous en prie. Deux questions. La première, à quel moment exactement les femmes ont été admises au collège? 1969. Ah, 1969. Oui, mais il y avait l'école secondaire et supérieure des jeunes filles. Et à partir de 1926, on va leur offrir le cours de latin. Mais avant, elle ne faisait pas de latin. Mais l'école secondaire des jeunes filles, c'est une éducation domestique. Alors, secondaire, plutôt, qui est en partie domestique, qui va évoluer au cours du XIXe siècle. Mais en fait, on va donner aux bonnes filles de la bourgeoisie des connaissances qui sont utiles, je dirais, à la vie domestique, de manière générale. Donc il faut quand même lire, compter, il faut savoir faire différentes choses, faire du dessin, etc. Et puis, il y a quand même, c'est une école aussi, pour les radicaux, qui va préparer la carrière d'institutrice, en fait. C'est ça l'enjeu. Les institutrices, si vous achetez mon livre, vous verrez que les instituteurs à Genève sont d'extraction sociale nettement plus basse qu'ailleurs, paradoxalement. Et la deuxième, les savants du XVIIIe et XIXe siècle enseignaient plutôt au collège de Genève ou à l'académie? Non, à l'académie. À l'académie, non, c'est pas un collège. On a pendant longtemps des régents. Après, on a des enseignants. Alors après, vous avez ce système-là. Vous avez à partir des années 1870, vous aurez, si on ne fait pas d'école normale pour les garçons, on va faire une section pédagogique, qui était un peu déjà celle du gymnase industriel et commercial. C'est qu'en fait, Genève produit toute une série de lettrés. Donc on a un réservoir qui permet de faire de l'enseignement primaire. Donc par exemple, vous aurez des enseignants qui se trouvent en secondaire qui auront commencé une carrière au primaire, par exemple. On a des lettrés, ils vont faire primaire, après le secondaire va se développer, à la fois en termes de filière et puis aussi de la population genevoise, de toute façon croît de manière très importante au XIXe siècle. Je rappelle qu'en 1914, Genève est la ville la plus peuplée de Suisse, chose qu'on oublie un petit peu. Donc voilà, plus de 100 000 habitants, etc., ce qui paraît énorme. Donc on a un développement des filières, donc vous avez des gens qui vont faire des études universitaires, qui vont faire un peu d'enseignement primaire, puis assez vite vont passer dans le secondaire. Et puis vous avez l'école secondaire supérieure. Après vous aurez l'école ménagère qui va se créer. Enfin, je n'ai pas mis la filière des filles. Puis là vous aurez des maîtresses de métier. Mais on a une formation, oui, secondaire pour les filles.
et qui devient en fait de moins en moins domestique en réalité. Et puis comme je l'ai dit, quand ça commence à râler assez fort autour du latin, on va leur dire bah, vous allez avec les garçons. Le matin, puis évidemment ils perturbent les garçons, donc ils font bien. Comme ça va bien. La mixité a été à quelle période en fait? La mixité au collège, c'est 1969. Oui, mais la mixité, vous allez la trouver des fois à la campagne, vous allez trouver à certains moments, à certains endroits. Des Voilà. petites écoles, comme ça. Ouais, des choses comme ça, même dans le canton de Vaud. Mais on a des moments où c'est très rigide. Voilà. Puis après, on a des moments où il y a des explosions démographiques ou des explosions en termes d'élèves, donc on est complètement coincé. Enfin, voilà, vous avez des très fortes inégalités. Mais vous avez même, moi j'ai trouvé des instituteurs, c'est aussi dans le livre que je viens de sortir, qui vont. Vous avez des instituteurs qu'on fait passer pour des conservateurs, par exemple, dans les débats, parce qu'ils ont une certaine conception de l'enseignement, auquel alors, pourquoi pas, mais qui disent mais moi j'aimerais bien qu'on ait des filles, parce que ça tempère les gaillards quand même, ça permet de les calmer. Bon. Alors on va avoir plutôt de la mixité au primaire, plutôt dans les petites classes. Dans les grandes classes, là se joue petit à petit la question de la puberté, tout ça, donc ça fait assez peur quand même. Donc messieurs, voilà.